Quelques mots sur le contexte, vous le connaissez. C'est une situation d'endettement qui est absolument intenable. C'est du fait de cet endettement une position de la France qui s'est affaiblie en Europe et plus généralement dans le monde. C'est un endettement qui compromet notre situation d'État, mais qui compromet également notre situation économique. On sait que l'endettement, c'est une perte de souveraineté, on le répète. On sait que l'endettement, c'est un impôt à la naissance. Alors pas pour ceux qui sont déjà nés, mais pour ceux à venir, enfants et petits-enfants. Je ne suis pas sûr que cela soit plaisant pour chacune et chacun d'entre nous, quels que soient les choix politiques que l'on puisse faire dans le secret de sa conscience. Et puis l'endettement, c'est aussi, en vérité, une pénalisation supplémentaire pour toutes les entreprises, et notamment les vôtres, car il n'existe pas d'entreprise pouvant se financer à des taux inférieurs à ceux auxquels se refinance l'État dont elles ressortent. Et donc se désendetter et maintenir la qualité de la signature de la France et maintenir un taux d'endettement relativement faible pour notre pays, c'est aussi un élément de la compétitivité, même si ce n'est pas un élément qui jouera immédiatement dans les 6 mois ou dans les années qui viennent, mais qui jouera sur le moyen et sur le long terme. Les chefs d'entreprise ont tendance à voir un peu loin, à tirer un peu long, car c'est une nécessité pour eux. Je n'imagine pas que vous ne soyez pas sensible à cet argument-là. Dans le projet de budget, encore une fois, je dessine à gros traits, mais on reviendra dans le détail sur certains éléments qui ont beaucoup fait parler d'eux ces derniers temps. Dans le projet de budget, il y a un effort de 30 milliards d'euros qui n'est pas une surprise. Passer de 4,5% du déficit public à 3, 1,5 point de PIB, c'est 30 milliards d'euros. Le chiffre ne peut pas surprendre. On peut être en désaccord sur la façon de faire cet effort, mais pas sur le montant de cet effort. Ça a d'ailleurs été validé par la Cour des comptes, c'est connu de tout le monde, ça n'est contesté en vérité par personne. On a décidé de faire 10 milliards d'euros d'économie et 20 milliards de fiscalité. Pourquoi la raison d'un tel choix et finalement d'un tel équilibre entre l'économie et l'impôt? D'abord parce que, entre le mois de juin, prise de fonction, et la présentation au Parlement du projet de loi de finances, faire 10 milliards d'euros d'économie, ça n'est déjà pas rien. En divisant par le nombre de jours ouvrés qui fait qu'un ministre doit travailler, c'est en gros 250 millions d'euros qu'avec mes collaborateurs, nous avons réussi à trouver entre cette prise de fonction et la présentation du projet de budget. Ben, ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'était jamais fait. On peut trouver que ça n'est pas assez, mais on n'a pas le droit de dire que c'est rien. Ces 10 milliards d'euros d'économie ont de surcroît une justification économique, car si sur le long terme, la fiscalité est récessive, sur le court terme, c'est la diminution de la dépense qui le devient. Quand vous réclamez la commande publique, et vous avez raison, la commande publique, c'est de l'investissement public, c'est donc de la dépense. Et donc vouloir faire des économies à tout prix, c'est aussi en partie compromettre la commande publique et donc une forme de croissance. Alors naturellement, il ne s'agit pas de couper dans les investissements, uniquement dans les investissements. Dans les 10 milliards d'euros d'économie, nous avons dû amputer 1,2 milliard d'euros d'investissement. Le reste, c'est du fonctionnement, de la dépense d'intervention, la défense nationale ou les opérateurs. C'est-à-dire une dépense qui, à mon avis, doit être de mieux en mieux maîtrisée et qui le sera de mieux en mieux tout au long de ces années, car la décision qui a été prise est que les dépenses de l'État, toutes administrations publiques confondues et relevant de l'État, seraient frappées par la norme dite du zéro valeur. Le cœur du budget de l'État n'évoluera pas d'1 euro de plus en 2014 par rapport à 2013, en 2015 par rapport à 2014. C'est le zéro valeur. Et nous nous l'appliquons strictement, de la manière la plus rigoureuse qui soit. En témoignera le projet de loi de finances pluriannuelle qui a été examiné en commission, qui a été adopté en commission, qui sera présenté au Parlement et qui, je le crois, sera adopté. Ce document sera public. Il sera facile de vérifier ce qu'est la stratégie de la dépense publique pour l'État. C'est zéro valeur. Au total, la dépense publique, contre laquelle certains peuvent s'insurger, même si à l'occasion, elle peut rendre des services ici ou là. La dépense publique entre 2002 et 2007 a évolué de 2,3% en moyenne chaque année. Elle a évolué de 1,7% en moyenne et chaque année entre 2007 et 2011. Elle évoluera dans cette mandature de 0,7%. On n'a jamais maîtrisé à ce point l'évolution de la dépense publique dans ce pays. Jamais. On peut estimer que ça n'est pas assez. On ne peut pas dire qu'il ne se fait rien. Et puis par ailleurs, il y a 20 milliards d'euros de fiscalité. Est-ce que c'est agréable de lever l'impôt? Non. Est-ce que quelqu'un parmi vous, dans cette salle, a pu imaginer une seconde que ce pays pourrait se redresser sans un effort sur la fiscalité? Personne. Ceux qui ont cru qu'on pourrait relever ce pays uniquement par la fiscalité étaient, à mon avis, peu lucides, et ceux qui ont osé dire qu'on n'y parviendrait que par l'économie, cela mentait. Parce que dans les discussions en tête à tête et les yeux dans les yeux, avec tous ceux qui ont eu à connaître de ces affaires, toutes ces discussions que j'ai pu avoir, aucun ne m'a jamais dit, je parle des responsables politiques qui nous ont précédés, aucun ne m'a jamais dit que seule l'économie permettrait de redresser ce pays. Il faut des économies. Il en faut parce que quand elle est inutile, elle est nuisible. Il en faut parce que nos concitoyens ne supporteront de la fiscalité supplémentaire que s'ils ont le sentiment qu'il y a des économies qui sont faites. Et au total, sur la mandature,
ce sera un effort partagé entre la fiscalité et l'économie pour redresser ce pays, c'est-à-dire un effort de près de 100 milliards d'euros. La fiscalité, c'est fait. L'effort, nous le demandons en 2013. Il y aura la stabilité fiscale après. Ça nous contraindra d'ailleurs à bien faire les économies que nous nous engageons à faire. Et le zéro valeur montera en puissance année après année et dégagera d'autant plus d'économies que d'ailleurs nous saurons imposer cette norme à d'autres structures que l'État, et je pense en particulier aux opérateurs qui chaque année reçoivent de l'État 40 milliards d'euros, reçoivent chaque année de taxes affectées 10 milliards d'euros. Des opérateurs qui, ces 5 dernières années, ont vu leurs frais de fonctionnement augmenter de 6% quand ceux de l'État baissaient de 6%. Des opérateurs qui, au bout de 5 ans, 2007-2011, disons les choses telles qu'elles se sont passées, des opérateurs qui, dans les 5 dernières années, ont dépassé de 13% le plafond d'équivalent temps plein qui pourtant leur était alloué par l'État. Des opérateurs qui se voient allouer des taxes affectées, qui estiment que cet argent est le leur, et quand ils n'arrivent pas à le dépenser, inventent des projets pour pouvoir le dépenser et être certains de garder les mêmes budgets. Ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Les opérateurs seront soumis au même régime que l'État. Dès cette loi de finances, on plafonnera les taxes affectées. Dès cette loi de finances, la trésorerie dormante sera ponctionnée. Ça, c'est fini. Et ça, c'était jamais fait. Alors, il y a la fiscalité. La fiscalité des ménages, la fiscalité des entreprises. Je suppose qu'on va d'abord parler de la fiscalité des entreprises. Hier, en recevant avec Pierre Moscovici et Fleur Pellerin, peut-être certains d'entre vous, en tout cas beaucoup de vos collègues, moi j'ai bien pris conscience d'une chose, c'est qu'un élément dans cette loi de finances avait servi de catalyseur à quelque chose qui était beaucoup plus diffus, beaucoup plus ancien que notre prise de fonction, même si d'aucuns peuvent faire semblant de croire le contraire. Mais comme toujours, quand un mouvement se cristallise, et de fait quelque chose se cristallise, il faut que ces éléments soient rassemblés, puis il manque un catalyseur. Le catalyseur, ça a été le projet que j'ai défendu publiquement, et je n'ai pas à rentrer dans le détail des discussions intergouvernementales avant l'élaboration de ce projet, et qui a consisté à taxer au titre de l'impôt sur le revenu les plus-values de cession d'entreprises pour ces créateurs d'entreprises. Ça a été ça le catalyseur, et qui a permis de dégager et de libérer une parole, telle que celle que j'ai pu entendre tout à l'heure, qui s'exprimait ici ou là et à l'occasion, et peut-être pas de manière aussi coordonnée, peut-être pas avec un tel écho, une telle résonance, parce qu'au fond, les paroles que les uns et les autres ont déjà pu prononcer ici, que j'ai pu moi écouter, ces paroles résonnent chez chacune et chacun d'entre vous, parce qu'il y a un contexte, encore une fois, beaucoup plus ancien que notre prise de fonction de 4 mois, même si certains veulent faire semblant de croire le contraire. Un contexte qui, objectivement, peut amener certaines et certains d'entre vous à éprouver à l'occasion quelques découragements. Alors c'est ce découragement qu'après tout, j'ai le devoir de tenter, sinon de lever complètement, en tout cas de cerner, puisqu'au fond, s'il y a des malentendus entre nous, autant les lever. S'il y a des désaccords, nous les assumerons franchement. Et je viens d'un département d'élection qui s'appelle Lot-et-Garonne, où on a un dicton que j'aime bien quand on a des divergences. On va mettre le chat sur la table et on va compter les pattes. Et puis au bout du compte, on verra bien si on est d'accord ou pas. Que fait-on vraiment et qu'a-t-on vraiment proposé? Le constat qu'on fait, c'est qu'entre les grandes entreprises et les vôtres, il y a un écart d'imposition au titre de l'impôt sur les sociétés, ce qu'on appelle le taux implicite à l'impôt sur les sociétés, qui est massif. Vous êtes théoriquement soumis au même taux, mais de fait, vous ne payez pas la même chose. Ce que nous avons souhaité faire, c'est, le cas échéant et ultérieurement, baisser le taux d'imposition sur les PME. C'était dans le programme du candidat François Hollande, et j'ai partie des ministres qui espèrent que cette mesure verra le jour dans le cadre d'un projet de loi de finances portant compétitivité. Mais dans un premier temps, et parce que nous avons besoin de recettes, nous relevons ce taux implicite pour les grands groupes. Nous le relevons avec la déductibilité des intérêts d'emprunt, qui est totale aujourd'hui, qui ne le sera plus après, mais avec une franchise de 3 millions d'euros. Je ne prétends pas que ça concernera toutes les PME. Peut-être que certaines d'entre elles seront impactées par cette mesure. Mais je ne crois pas qu'elles le seront majoritairement, très loin s'en faut. Je pense même que très majoritairement, précisément à cause de ce seuil de 3 millions d'euros, cette non-déductibilité pour 15% l'année prochaine, 25% plus tard, nous concernera d'abord les grands groupes, parce que c'est d'abord à ceux-là que l'on veut demander un effort, et évidemment pas d'abord aux PME. Ensuite, les conditions dans lesquelles les déficits antérieurs peuvent être reportés sur les exercices ultérieurs. Oui, là encore, on le diminue. C'était 60%, ça va passer 50%. Mais là encore, avec une franchise d'1 million d'euros. Pourquoi? Parce qu'on pense encore aux PME. C'est assez, c'est trop, c'est pas assez. Vous nous le direz. Mais l'intention est là. Et puis, il faut bien fixer un seuil à un moment ou à un autre. Il faut bien caler les choses pour avoir un chiffrage. On présente un budget, il faut essayer d'être sérieux. Alors, vous me direz, est-ce que ce 3 millions, c'est assez pour les PME? Est-ce que ça excède et de très loin la cible? Ou bien est-ce qu'on a tiré trop court? Vous nous le direz. Mais l'intention n'est pas contestable. Vous pouvez peut-être critiquer techniquement le montant, 3 et 1 million d'euros. J'accepte cette contestation, mais pas le principe. On a souhaité épargner les PME précisément, parce qu'on sait bien que
sans vous, d'abord, les territoires où vous êtes implantés s'en sortiront moins bien, mais vous croyez que nous, on s'en sortira bien sans vous? Jamais. On n'a peut-être pas les mêmes idées politiques, mais ce n'est pas pour autant qu'on est insensé. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe. Moi, je suis élu depuis 15 ans. Les PME dans mon circonscription, j'en connais un certain nombre. J'ai des relations qui sont parfaitement cordiales et chaleureuses avec vos collègues qui les dirigent. Je sais ce qu'est leur travail, je sais ce qu'ils font. On n'arrive pas en responsabilité nationale, après l'expérience que les uns et les autres on a pu avoir, je pense à Pierre Moscovici, et à moi-même naturellement, puisque c'est nous qui nous occupons de cela, sans nourrir ce que l'on propose au gouvernement puis au Parlement, de l'expérience d'élu local qu'on a pu avoir. Alors bien sûr, on a des idées qui sont les idées que vous connaissez. On a des choix politiques qui ne sont pas ceux de la majorité précédente. Vous avez l'impression que ça a si bien marché que ça, la politique économique des 10 dernières années? C'est vraiment la faute à la retraite à 60 ans, prise il y a maintenant plus de 40 ans? C'est vraiment la faute à d'autres mesures prises il y a plus de 10 ans? C'est pour ça qu'on a un déficit du commerce extérieur de 70 milliards d'euros, un chômage à 3 millions, une dette qui a doublé en 10 ans, de 900 millions d'euros, elle est passée à 1800 milliards d'euros. Ça a si bien marché que ça, ce qu'ils ont fait il y a 10 ans, qu'on nous commande de continuer la même chose sans essayer une autre politique? Ben moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Et j'estime qu'on a le droit d'essayer autre chose, avec peut-être plus de justice, peut-être en se comprenant mieux. Je l'espère sans a priori. Et ne nous contestez pas le droit d'essayer de mener une autre politique, parce que je ne vois pas où sont les résultats des politiques précédentes qui commanderaient de faire comme si tout devait continuer comme avant. Les chômeurs, vous en connaissez, l'endettement, vous savez ce que c'est, les enfants et les petits-enfants, vous en avez, vous en aurez tous. On n'a pas envie de leur laisser un pays dans cet état-là. Alors on a envie de faire autre chose. On va essayer de faire autre chose. Et il y a un grand principe médical que j'applique à tout, parce qu'après tout, j'ai été élevé comme ça, c'est primum non nocere. Oui, d'abord, il ne faut pas nuire, mais il faut quand même faire quelque chose. Et ne rien faire, ce serait nuire. Vous avez deux mesures, mais on a conservé plein de mesures qui privilégient les PME. L'ISF-PME, c'était dans le paquet TEPA. J'étais dans l'opposition, j'étais le porte-parole de l'opposition, j'étais président de la commission des finances. J'ai toujours défendu cette mesure à la tribune, toujours. Vous croyez que j'ai changé d'avis? Pas du tout. Elle est conservée d'ailleurs. J'ai tout fait pour que cette mesure soit conservée. J'ai plaidé pour la conservation de cette mesure. Au même taux, pareil, même condition. Pareil pour le Madelin, pour les mêmes raisons. Ça marche. Bien sûr qu'il y a des effets de bord. Comme vous, comme d'autres, on m'a fait part d'exemples de dévoiement de ce système-là. Mais la présence de passagers clandestins dans un bateau n'a jamais commandé de couler le bateau. On essaye de traquer un peu le passager clandestin, mais on ne va pas couler le bateau parce qu'il y a des passagers clandestins. Ça ne condamne pas le dispositif. Alors oui, on va essayer d'éviter qu'il y ait peut-être moins d'écuries de course entretenues, de collections d'automobiles, voire de vins fins financés avec l'ISF-PME, parce que ce n'est pas l'esprit de cette mesure. Mais pour autant, cette mesure est une bonne mesure, elle est conservée. Et puis il y a d'autres dispositions, on va y revenir, puisque nous souhaitons, et ça c'est un choix politique, on peut ne pas être d'accord ou pas, mais au moins il est franc, il est fait, il a été présenté devant les Français ont voté. On estime que le capital doit être imposé comme le travail. On l'estime. Vous avez le droit de le contester. Nous estimons qu'il n'y a pas de raison que l'imposition ne soit pas, sinon identique, en tout cas comparable, à condition naturellement d'éviter ce qu'on appelle les effets de bord qui seraient préjudiciables. Au ministère de la Culture, ils vont supprimer des emplois. Ça ne s'était jamais fait. D'ailleurs, ça s'est tellement jamais fait qu'ils en sont tellement surpris que vous avez pu constater dans la presse de quelle façon je pouvais être traité. On m'a même accusé d'avoir une haine idéologique de l'art, parce que j'estimais qu'aucun ministère ne devait être épargné par l'effort. Eh bien, très bien, on prend ça avec le sourire, ça vous fait rire, pas plus mal. Dans un premier temps, moi, ça ne m'a pas trop amusé, maintenant je suis comme vous, je préfère en rire. Mais on le fait. Tous les ministères, voilà. Y compris d'ailleurs les ministères dits prioritaires, car seules les missions prioritaires sont épargnées par les économies. Toutes les autres missions font des efforts. Vous avez entendu parler de sous-préfectures qui sont supprimées? Ben oui, elles sont supprimées. Parce qu'il y a des départements et des bassins de vie où nos concitoyens ne savent même pas que la sous-préfecture existe. En vérité, elle est devenue inutile. Et puis il y en a d'autres où la sous-préfecture est indispensable. Il y a des territoires ruraux où c'est la dernière présence de l'État. Et si on enlève la sous-préfecture, il n'y a plus d'État. Et tous nos concitoyens ont droit un jour ou l'autre d'avoir un interlocuteur qui peut parler au nom de l'État. Donc il faut admettre qu'ici-là, des sous-préfectures soient nécessaires. Et puis il y en a d'autres où bien sûr ces sous-préfectures sont inutiles. Emmanuel Valls est particulièrement courageux dans le boulot qu'il s'apprête à faire. Et ce n'est pas le seul. Le Drian est particulièrement courageux dans le boulot qu'il s'apprête à faire. Et ce n'est pas simple. Mais le Drian, il fait près de 2,2 milliards d'économies. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est un budget qui est un budget de transition. Ça préserve les programmes d'investissement militaire parce que la France a quand même une mission à assumer qui, pour être assumée, suppose qu'elle reste à peu près, comment dirais-je, en situation de répondre avec les technologies les plus modernes dans les années à venir à d'éventuelles situations de crise. Alors on préserve ça. Et puis on essaiera d'accueillir dignement nos troupes qui rentreront d'Afghanistan. C'est quand même bien le moins qu'on leur doit. Alors tout ça, ça coûte un peu d'argent, oui.
Alors on fait que 2,2 milliards d'économies parce qu'il y a ça à préserver. Mais c'est quand même pas mal. Bref, on fait plein d'économies, et pour autant on demande de la fiscalité, et on essaye de préserver précisément les PME. Quel est le dispositif? Citez-moi un seul. Quel est le dispositif qui privilégiait les PME avant la présentation de cette loi de finances et qui ne le respecterait plus après? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On peut peut-être trouver qu'on n'en fait pas assez. Vous avez le droit. Mais dire qu'on fait moins, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ou alors vous m'en citez un. Et je sais d'autant plus qu'il n'y en a pas qu'on a particulièrement veillé à ce que ce soit le cas. Alors il y en a un. Il y en a un, c'est l'imposition au barème des cessions d'entreprises par leurs créateurs. Ça a été l'élément catalyseur. On a probablement fait une erreur. On a probablement fait une erreur parce qu'il est exact que les chefs d'entreprise, le temps de vendre cette entreprise, ne se rémunèrent pas, évidemment, comme se rémunèrent certains dirigeants des grandes entreprises, et notamment du CAC 40. Bien sûr que c'est une erreur. Et d'ailleurs, ces rémunérations quand elles sortent, et ces compléments de rémunération quand ils sortent, et ces plans de stock option quand ils sortent, et ces retraites chapeau quand elles sortent, font bien sûr du mal à ces entreprises-là, mais font du mal en règle générale à l'ensemble du monde entrepreneurial et à l'ensemble des chefs d'entreprise, avec une assimilation qui n'a pas lieu d'être. J'ai toujours dénoncé cette assimilation. Je n'ai pas attendu d'être devant vous pour la dénoncer. Je n'ai pas attendu d'être ministre pour la dénoncer. À la tribune de l'Assemblée nationale, dans mes interventions médiatiques, j'ai toujours dénoncé cette assimilation. J'ai jamais estimé qu'un patron de PME, c'était un patron de CAC 40. Jamais. Le patron de PME se rémunère comme un cadre supérieur, dans le meilleur des cas, des dites entreprises. Et puis ensuite, soit au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, parfois au bout de toute une vie de travail, il vend. Et ça, c'est la rémunération de son travail. Et considérer que c'est une rémunération du capital et pas seulement du travail, et donc faire ce qu'on s'apprêtait à faire, ce fut probablement une erreur. Bon, écoutez, finalement, il y a plus d'honneur à reconnaître une erreur que de supposer fierté à persister dans cette erreur-là. On n'est pas sourd, hein. On entend. On a bien vu ce qui pouvait se faire autour de ce mouvement. On sait bien ce que certains ont initié et tenté d'entretenir à l'occasion de ce mouvement. On n'est pas non plus complètement des perdreaux de l'année dans cette affaire-là. Mais ce n'est pas parce que certains ont voulu exploiter sur le plan politique cette affaire que le catalyseur était illégitime. Et donc avec Pierre Moscovici, et avec la plus parfaite des lucidités de la part du Premier ministre et du Président de la République, on a décidé que sur ce sujet-là, il fallait revenir en arrière. On va le faire. On n'est pas autiste, hein. Donc on va le faire. On va le faire en revenant probablement au statu quo ante, c'est-à-dire prélèvement forfaitaire libératoire à 19%, statu quo ante, donc c'est pas plus grave, c'est pas mieux, mais c'est pas plus grave. Dès lors qu'il s'agit de cession d'entreprise de la part d'un créateur qui, effectivement, peut estimer qu'au terme de tant d'années de travail, d'investissement et de risque, il a droit à cette récompense-là, parce qu'il est vrai que considérer cette plus-value-là, et de fait la plus-value est souvent identique, égale, au prix de cession lui-même, peu s'en faut. Considérer que cette plus-value-là n'était qu'un revenu du capital, oui, je pense que ce fut une erreur de conception, que je reconnais bien volontiers devant vous. Ce n'est pas qu'il soit agréable de reconnaître s'être trompé, mais après tout, il ne sert à rien de faire semblant et de croire qu'on a eu raison. Quand on a conscience, on estime que tel n'est plus le cas. Cette récompense, c'est à la fois la prise du risque, qui est rémunérée, c'est normal, et c'est aussi le fait que ce que vous avez investi est illiquide pendant très longtemps. Donc ce n'est pas un capital classique. Et donc d'accord, vous rémunérez tout cela, avec les conditions que vous connaissez, qui prévalent depuis maintenant quelques années, qui ne vous ont pas empêché d'investir. Donc je pense que ce que nous apprêtons à faire ou à refaire ne changera pas grand-chose. Pour le reste, j'ai parlé de l'ISF PME, j'aurais pu parler de l'imposition forfaitaire annuelle, on ne revient pas dessus. Ça a été imaginé. Avec Pierre Moscovici, on a dit non, qu'il ne fallait pas faire ça. On a vraiment eu cette volonté de préserver à tout prix ce qu'il en était. Et puis il y a un deuxième problème, qui je crois également servi de catalyseur, et je crois que une des interventions que j'ai entendues tout à l'heure a fait référence à cette question-là. Ce sont les collaborateurs que vous pouvez avoir, qui bien sûr sont des salariés, mais qui pour beaucoup de ces salariés, et puis pour beaucoup d'entreprises, sont plus que des collaborateurs et des salariés. C'est au fond des gens qui prennent des risques avec vous, que vous ne pouvez pas rémunérer comme vous aimeriez pouvoir les rémunérer, parce que quand une entreprise démarre, il n'y a pas toujours les liquidités pour cela. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle avait été créé ce merveilleux système, tant qu'il était centré sur son vrai but des stock options, système qui a été totalement dévoyé par la suite, non pas par les PME, mais par d'autres. Dévoyé à un point tel qu'on envisage de le supprimer, parce qu'on pense au dévoiement, lors même qu'il reste utile dans les PME. Parce que pendant un certain temps, parfois longtemps, les PME, pour garder les collaborateurs, n'ont que ça. On ne peut pas les rémunérer au prix de leur talent et du travail et du temps qu'ils y consacrent, mais on peut les rémunérer avec de l'espoir. Et cet espoir, il a une forme physique qui s'appelle du papier.
Et ce papier, il faut qu'il ait un régime particulier, parce que sinon, il vaut que du papier. Bah, pourquoi pas? Alors, on ne l'a pas fait en loi de finances. On n'y a pas pensé en loi de finances. Deuxième erreur probable. Peut-être y en a-t-il d'autres que vous me signalerez. Mais on en a parlé hier avec Pierre Moscovici, on l'a proposé au Premier ministre et au Président de la République, l'idée de revenir, de recentrer cet outil que sont les stock options sur ce qu'était leur vraie finalité. Et permettre de rémunérer avec de l'espoir, des gens qu'on ne peut pas rémunérer autrement pendant quelques temps, sans que cet espoir ne soit pas un espoir potentiel avec une prise de risque, sans qu'on en arrive à ces dévots.